généralement entre 20 et 40 ans, et qui a quand même un impact très important sur la qualité de vie et sur tous les projets que puisse avoir un individu entre 20 et 40 ans. Donc sur le plan physiopathologique, j'ai aimé le papier de Zimmerman, puisque vous le savez tous, cette pathologie a connu quand même des bouleversements en matière de statut. Cette maladie qui était considérée à l'ère de mes aînés qui sont ici comme étant une maladie dégénérative, a connu un basculement important depuis justement l'avènement de nouvelles approches, donc tant sur le plan électrophysiologique que neuroradiologique, mais également sur le plan de la neurobiologie et de l'immunologie. Je ne parle pas des maladies chroniques, mais je dirais un mot peut-être tout à l'heure, puisque Madame Attal a très bien parlé tout à l'heure de l'implication de l'immunité, notamment immorale, et un peu des neurofilaments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Donc, après les nouveaux critères, puisque vous le savez tous, la sclérose en plaques, ces 60 dernières années, a connu plus d'une quinzaine de classifications diagnostiques, et tout ça a été motivé dans un but précis, c'est de pouvoir prendre en charge ces patients, améliorer leur vécu quotidien, mais surtout, retarder cet handicap qui est pratiquement la hantise de tout un chacun en consultation. Donc, premier mot-clé de recommandations en 2017, donc CIS, donc syndrome cliniquement isolé, plus bande oligochondriaque. Donc vous voyez que la biologie est encore là, c'est-à-dire le fait de faire une ponction lombaire et prouver qu'il y a ce phénomène chronique et indéniable qui ne subit pas, à la différence des vascularités des maladies auto-immunes qui maîtrisent beaucoup mieux que nous, nos collègues internistes, ne subit pas l'influence des thérapeutiques, est un critère de dissémination dans le temps, alors qu'habituellement on l'utilise dans les formes progressives pour parler de dissémination dans l'espace. Et ça, c'est déjà l'un des premiers acquis en matière de prise en charge précoce et diagnostic précoce, puisqu'on le verra tout à l'heure en matière de traitement, il est plus intéressant et plus efficace de traiter ces patients très tôt. Donc, deuxième élément, le neurofilament, et je pense que nous avons la chance justement aujourd'hui d'avoir à nos côtés ces fondamentalistes, donc ces immunologistes, qui pourront nous aider justement à avancer dans la prise en charge des patients sur le plan du pronostic évolutif sous traitement, pas uniquement dans les formes RR, mais dans les formes progressives, mais surtout, ce marqueur peut être un élément très important dans le cadre du diagnostic très précoce. Maman Mihwali a parlé du neurofilament, donc, du syndrome radiologiquement isolé. Il y a en cours des études, donc une partie de l'équipe d'Okuda qui avait publié les premiers résultats par rapport aux critères évolutifs sous traitement et sans traitement par rapport au risque. Mais nous, on voudrait aller justement au diagnostic précoce de ces patients en 2 ans, en recherchant justement cette synthèse intratécale et ces bandes oligochondriales, mais également associée à ce neurofilament. Troisième chose qui est importante, c'est que tout à l'heure également, notre collègue immunologiste a parlé de la substance grise et de la substance blanche. Donc, un autre dogme est encore tombé ces dernières années. Cette maladie qui jadis était considérée comme uniquement une maladie inflammatoire de la substance blanche est actuellement admis. Il est actuellement admis que même la substance grise est atteinte. Ceci correspond et corrobore avec la présentation de mon ami Liès par rapport aux troubles cognitifs qui parfois peuvent être très précoces. Encore une fois, donc vous voyez que cette pathologie ou cette maladie peut avoir une multitude de modes d'entrée et que cette collaboration, notamment chez les psychiatres, par moment, ces patients peuvent aller consulter des psychiatres pour des troubles de l'attention, la fameuse notion de ralentissement de la vitesse de traitement d'information, parfois pour de la fatigue, parfois pour des troubles cognitifs à la limite légers. Enfin, en 2017, une nouveauté, cette forme progressive qui était pratiquement le parent pauvre des thérapeutiques, on est arrivé à comprendre que même dans ces formes progressives, qu'elles soient primaires ou secondaires, cette notion d'inflammation compartimentalisée est très importante à retenir, puisqu'on a développé et plutôt confirmé la présence au niveau de ces dépôts sous-pillaux de réactions, d'éléments de manifestation, de réactions inflammatoires, que ce soit les compléments ou les lymphocytes B ou des anticorps anti-Epstein. Alors, donc le mot-clé en 2019, en ce jour du 30 mars à Tizi Ouzou, donc retenez, diagnostic précoce pour le bon traitement, parce qu'au fait, toutes les scléroses en plaques ne se ressemblent pas et n'ont pas le même profil évolutif. Mais ce qui est certain, c'est que les gens comparent un petit peu la sclérose en plaques au diabète, c'est qu'à partir du moment où on commence à être symptomatique dans votre sclérose en plaques, c'est que vous avez déjà quelques années d'évolution avant. C'est pour ça que maintenant, on est arrivé à cette notion de syndrome radiologiquement isolé, puisque le beau papier d'Okuda a prouvé que sur les 5 ans d'une population de 578 patients, 34% ont développé une sclérose en plaques 5 ans après. Mais ce qui est un peu affolant, c'est que sur les 34%, à peu près 20% ont développé des formes progressives. Donc les gens sont actuellement en train de travailler pour se dire, ces patients qu'on voit, ces fameux incidentalomes
que tout le monde retrouve pour des céphalées, pour une infertilité, pour une stérilité, pour un traumatisme crânien, pour une petite anxiété, pour une fatigue, et les gens viennent vous voir et le radiologue vous précise, voilà, les gens d'allure déminisante pouvant évoquer une maladie inflammatoire, il ne faut pas banaliser ces tableaux-là, et justement, c'est là où nos collègues immunologistes interviennent, et c'est l'objectif de tous les spécialistes maintenant de ces maladies inflammatoires, c'est de pouvoir diagnostiquer cette maladie très tôt, et on pense que les critères biologiques peuvent être bien avant ces lésions radiologiques. Donc vous voyez, il y a quelques années, on parlait de sclérose en plaques. Après, on est reparti au syndrome cliniquement isolé, c'est-à-dire le premier événement déminisant. Et puis, on est reparti encore avant. On est parti au syndrome radiologiquement isolé. Et j'espère qu'avec nos collègues immunologistes, on va arriver au syndrome biologiquement isolé. Et je vous donnerai une petite proposition personnelle que j'ai détaillée un petit peu avec le professeur Attal. Donc, tout l'objectif, c'est justement pouvoir diagnostiquer très tôt ces patients pour pouvoir donner la bonne indication thérapeutique, parce que c'est toujours une question d'indication. Toutes les scléroses en plaques ne se traitent pas de la même manière. Il faut différencier selon la notion d'expressivité. Et je vous dirai un mot justement, voilà ce que j'ai essayé de schématiser dans ma tête. Et honnêtement, je serais vraiment ravi d'avoir l'avis des gens dans la salle, parce que j'ai mis, en fait, il y a une période présymptomatique, donc j'ai mis troubles cognitifs et troubles psychiques, puisqu'il y a de beaux papiers qui ont été publiés en 2017 et 2018 qui ont trouvé que les enfants qui avaient des troubles du sommeil, qui avaient des troubles anxieux, qui avaient des troubles du rendement scolaire, qui avaient des traumatismes, qui avaient un taux de vitamine D bas inexpliqué, qui avaient certains éléments, j'ai envie de dire, environnementaux perturbés, cette étude avait prouvé qu'ils avaient un risque important de conversion vers une maladie inflammatoire déminisante. Alors, il y a des gens qui ont parlé de kindling, comme mon ami Olivier Dulac aurait aimé parler d'épilepsie dans les phénomènes de kindling. Les gens pensent que le fait qu'il y ait eu une modification, une agression, qu'elle soit psychique ou physique du système nerveux central, cela pourrait être une façon un trigger. Et chez ces patients-là, et j'en vois là-bas justement mes collègues immunologistes, ça serait bien de lancer une réflexion pour pouvoir faire justement un diagnostic, peut-être sur des livres, très précocement chez ces patients-là, pour pouvoir prévenir le passage à des formes symptomatiques pour lesquelles par moment on est très limité sur le plan de l'efficacité des traitements. Donc, deuxième mot-clé,